Bonjour à tous, bienvenue dans Intersaison, le podcast de la revue Saison, revue récemment créée par Emmanuel Taïeb avec tout un comité de rédaction. Le numéro 2 vient de sortir. On va vous en parler au cours de ce podcast, mais pour l'instant, ce podcast Intersaison est le 5e du nom. On a aujourd'hui 4 saisonniers qui sont avec nous. Alors bien sûr, comme depuis le début, le saisonnier qui lui est en CDI, c'est Emmanuel Taïeb. Bonjour Emmanuel. Bonjour Nicolas. Alors Emmanuel, vous êtes professeur à Sciences Po Lyon et puis spécialiste de l'étude des séries et de la politique, notamment dans les séries, les relations entre les deux. Vous avez, Emmanuel, coordonné depuis le début la revue Saison. On en parlera peut-être un petit peu vers la fin du podcast. On a aujourd'hui 3 invités. Alors un invité qui aussi est là régulièrement, c'est Gilles Verviche. Bonjour Gilles. Bonjour. Donc Gilles, vous êtes philosophe et puis vous êtes spécialiste de pop culture, d'études de séries notamment. Vous avez fait de nombreuses choses dessus et vous participez à la revue Saison depuis le début. On a aujourd'hui 2 invités qui sont des journalistes et critiques séries. Alors une, vous la connaissez si vous écoutez le podcast depuis un certain temps. Elle est là avec nous depuis 2 numéros. C'est Perrine Kenneson. Bonjour Perrine. Bonjour Nicolas. Donc Perrine, vous travaillez dans de nombreux médias et puis plus spécifiquement peut-être on peut vous voir en tout cas dans le cercle série sur Canal+ pour parler de nombreuses séries d'ailleurs et puis vous travaillez aussi sur de nombreux journaux. Et puis aujourd'hui on a une nouvelle saisonnière qui est là avec nous, qui elle travaille sur un média papier, c'est Le Monde. Elle est critique série au Monde depuis à temps plein, en tout cas depuis 3 ans. C'est Audrey Fournier. Bonjour Audrey. Bonjour. Voilà, donc vous nous rejoignez aujourd'hui Audrey et aujourd'hui on va évoquer ensemble 3 séries dont on parle beaucoup en ce moment. Alors la première, on commencera par elle, c'est une série qui a défrayé la chronique, qui est une de ces grandes séries, en tout cas qui font diffuser ce qu'on appelle la K-pop, la culture coréenne dans le monde, c'est Squid Game. On va y revenir, on va en parler. On parlera aussi de Succession puisque la nouvelle saison vient de sortir et puis une série qui aussi fait parler beaucoup d'elle, c'est On the Verge. Voilà, donc nos 4 saisonniers vont aujourd'hui débattre de ces 3 séries, vont vous les présenter, un débat plus en profondeur pour peut-être vous permettre de vous donner envie ou pas, on va voir, de regarder ces séries-là. Vous tous ici présents, vivez sur le fil du rasoir avec des dettes que vous ne pourrez jamais rembourser. Si vous ne souhaitez pas participer, merci de nous en informer maintenant. Un, deux, trois, soleil. Comme le jeu auquel on jouait quand on était gamin. Vous avez tué ces gens! Celui ou celle qui sortira vainqueur des 6 jeux remportera une énorme somme d'argent. Si ça dégénère, il faudra qu'on se regroupe. Rallie-toi à l'équipe la plus forte. C'est la seule chance que t'as d'en sortir. Les jeux d'enfants ont des règles simples. Je te promets que je ferai tout pour qu'on gagne. Et comment tu feras ça? Je ferai ce qu'il faut pour. C'est pas juste ce qui est arrivé! Vous pouvez pas impunément tuer des gens comme ça! Si un joueur refuse de jouer, il sera éliminé.
Alors, on va commencer tout de suite par la première, parce que peut-être c'est celle qui a été le plus gros succès de Netflix de tous les temps, hein. Je crois que dans les premiers jours, il y a eu plusieurs dizaines de millions de connexions directement, hein. C'est Squid Game, c'est une série qui fait beaucoup parler d'elle, c'est une série aussi dont on parle dans les médias, on va dire, de grande écoute, donc c'est pas une série confidentielle. Alors, peut-être Gilles Verviche, pour celles et ceux qui passent à côté du phénomène Squid Game ou qui n'ont peut-être pas d'idée dessus, est-ce que vous pourriez nous présenter avant qu'on en débatte? Oui, alors ceux qui connaissent pas Squid Game, au moins de nom, doivent vivre dans une région de France où il n'y a pas de réseau, j'imagine. Effectivement, est-ce que ça vaut la peine de donner envie? Je pense que les gens n'ont pas envie de la voir tellement on en parle, effectivement. Alors, Squid Game, le jeu du calamar en français et en québécois, hein. Donc, si vous êtes passé à côté, comme vous dites, c'est pour l'instant une mini-série donc coréenne. C'est déjà quand même la bonne nouvelle, c'est que c'est pas occidental, c'est pas américain, coréenne. Créée, alors attention les noms, hein, parce que créée par Wang Dong-euyok, voilà, et qui met en scène un personnage principal dont j'aurais encore un peu de mal à prononcer le nom. Mais voilà, disons que ça reprend alors le fameux concept de la Battle Royale. Voilà. Donc c'est une mini-série qui met en scène un jeu mortel qu'on appelle Battle Royale depuis un fameux livre et manga et film japonais, où donc un jeu qui met en scène plusieurs participants. À la fin, il ne peut en rester qu'un et tous les perdants sont tués les uns après les autres. Alors, ça offre effectivement. Alors, c'est pour ça, c'est la double raison pour laquelle le film, la série fait beaucoup parler d'elle. D'abord parce que c'est effectivement manifestement le plus gros succès de Netflix depuis sa création. 111 millions de visionnages au bout d'un mois, donc on doit les avoir dépassés, hein. Et puis, effectivement, c'est le côté peut-être immoral, amoral, meurtrier, cathartique de la série. Le premier épisode, alors il faudrait qu'on donne envie et pas spoiler, mais disons que si on peut parler vaguement du premier épisode où il y a le premier jeu, avec un fameux 1, 2, 3 soleil mortel, voilà, qui est assez traumatisant, avec une poupée géante qui fusille littéralement les concurrents du regard. Et effectivement, on a sur 400 participants, malgré eux, on a à peu près 200 personnes qui se font tuer. Alors, ça met mal à l'aise d'abord dans un premier temps. Alors, notamment en France, je ne vous cache pas que j'ai tout de suite pensé un peu au Bataclan, moi, dans la scène de 1, 2, 3 soleil. Donc, c'est un petit peu gênant. Après, voilà. Après, c'est... Moi, j'avais vu quand j'étais enfant Le Prix du danger, qui était adapté d'un roman américain, The Price of Peril, je crois, avec Gérard Lanvin. Ensuite, Running Man avec Schwarzenegger. Voilà, donc ces histoires de jeux mortels, spectaculaires, c'est pas un thème nouveau. Donc la question qu'on pourra se poser, peut-être que je réinterviendrai pour vous donner mon point de vue. Enfin, je peux le dire vite fait, mais effectivement, la question, c'est de savoir pourquoi, comment ça suscite autant d'émotions. Je pense que s'il y avait eu un succès confidentiel, c'est-à-dire pas de succès, ça ne ferait pas autant parler. Vous avez entendu dire que ces jeux mortels étaient peut-être plus ou moins repris dans les cours d'école, etc., etc. Donc, je ne sais pas si ça fait partie de la critique esthétique d'en parler. C'est pas tellement notre problème, hein. Enfin, voilà, si les œuvres d'art commencent à se poser ces questions-là, on ne fera plus rien. Mais voilà, on pourrait se poser la question comment expliquer le succès, voilà, de cette série. Comme je vous dis, c'est un thème déjà qui est assez ancien. Donc, pourquoi tant d'amour pour une série qui développe tant de haine? Alors, si je peux donner vite fait mon intérêt, moi j'ai bien aimé, hein, franchement, moi j'ai bien aimé. Ça m'a pas du tout mis mal à l'aise comme série, moins que The Serpent par exemple. Peut-être pour le côté un peu irréel.
Comme beaucoup de gens, les seules scènes que j'aime pas, c'est celles qui sont en anglais avec des Américains là, qui sont assez mal joués. Je vous dévoile pas tout, mais voilà. Mais voilà, j'ai trouvé, moi, du point de vue philosophique, justement, que c'était une série qui mettait continuellement face à des dilemmes éthiques ou moraux. Justement, ça me paraît très, très moral comme série. Dans des situations, ça ressemble au dilemme du tramway. Hein. Le dilemme du tramway, je ne sais pas si vous connaissez. Imaginez un tramway qui est lancé à vive allure sur des rails et qui va aller écraser 5 personnes. Vous êtes l'aiguilleur. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous le laissez écraser les 5 personnes ou est-ce que vous abaissez la manette pour que le train dérive et aille écraser plutôt une seule personne qui est sur l'autre voie. Voilà. La question, c'est qu'est-ce que je dois faire? Et dans cette série, alors il y a une série de 6 jeux mortels et on serait tenté de se dire à chaque fois, oh les salauds, etc., etc. Mais en fait, on se demande, moi je me demande souvent, qu'est-ce qu'on fait à sa place? Qu'est-ce qu'on devrait faire à leur place? Et je trouve que du début à la fin, c'est quand même une série qui pose des questions, et puis qui est aussi le deuxième volet, vous allez peut-être en parler mieux que moi, c'est aussi la critique de la société, du capitalisme, etc., c'est-à-dire des jeux mortels qui prennent la forme de jeux d'enfants, hein, l'esthétique, voilà, 1, 2, 3 soleil, c'est-à-dire c'est toujours inspiré de jeux d'enfants, à commencer par le fameux jeu du calamar, qui apparemment est un jeu d'enfants coréen bien connu, moi je ne connaissais pas ce jeu, mais voilà. Et effectivement, il y a un peu l'idée de la société du divertissement, du spectacle, qui ruine à peu près toutes les valeurs. Donc voilà, donc il y a à la fois une critique et puis en même temps des questions morales. Donc voilà, alors le trait est assez gros et puis il y a ce qui est gros aussi, c'est le jeu des acteurs un peu coréen. Bon, mais ça c'est assez dépaysant. Il y a un côté frais, hein, c'est bizarre, il y a un côté frais, je trouve, dans cette série qui moi m'a vraiment plu. Évidemment, le principe de Battle Royale, il ne peut en rester qu'un, crée forcément un petit suspense, même si bon, la fin n'est pas complètement renversante et un peu attendue. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous la présenter. Emmanuel Taïeb, cette série justement, hein, qui, Gilles l'a rappelé, hein, le plus gros démarrage de Netflix, je pense qu'en plus le fait qu'elle soit coréenne, le fait de sa thématique, elle a surpris beaucoup de monde, en tout cas de par justement son succès, mais comme a commencé à l'évoquer avec nous Gilles Verviche, effectivement, quand on y regarde de plus près, c'est peut-être pas tant que ça par hasard qu'il y a autant de fans dans le monde. Oui, alors c'est toujours très compliqué d'analyser des succès a posteriori. Il faut être un peu prudent sur les chiffres de Netflix parce qu'ils annoncent une vue à partir du moment où ça a été, où les 2 premières minutes de la série ont été regardées. Donc voilà, après, pour le coup, on peut sans doute les croire vu que ça, voilà, on a des rappels de Squid Game de tous les côtés. Voilà, on reçoit des notifications sur les réseaux sociaux pour acheter les costumes voilà, pour Halloween. Bon, il y a effectivement, apparemment, il s'est passé des choses dans les cours de récréation. Donc, on est quand même en présence de quelque chose qui est devenu pour un temps un phénomène de société, visiblement planétaire. Donc voilà, il faut l'acter. Il faut le rappeler, moi je suis avec Gilles hein, on avait effectivement le prix du danger hein, d'Yves Boisset en 83. Moi j'ai aussi pensé à Rollerball dans les précédents hein, sur ce type de jeu mortel, Hunger Games. Voilà, donc j'ai eu l'impression que pour une partie d'audience, c'était absolument nouveau des jeux mortels. C'est pas nécessairement le cas. Voilà, ça fait l'objet évidemment de la fiction depuis un moment. Et puis voilà, nous le temps de préparer cette émission et puis la série nous a complètement échappé. Donc c'est vrai que c'est un peu voilà, ça rend pour nous un peu compliqué l'exercice d'avoir un regard un tout petit peu frais dessus. Moi, je dirais que ce qui marche, voilà, pour répondre à votre question, Nicolas, c'est peut-être la façon dont la série fait surgir le désordre de la violence à partir d'un dispositif qui, lui, est très métronomique. C'est-à-dire qu'on a les vêtements sont tous des uniformes, pour les gardiens comme pour les joueurs. Il y a énormément de formes géométriques, il y a des codes couleurs, il y a une espèce de décor expressionniste rose. C'est aussi la couleur des uniformes des gardiens. Et donc, tout ça permet d'avoir des plans qui jouent énormément de la symétrie et qui jouent sur le chromatique. Et ce qui est peut-être un peu voilà, nouveau ou surprenant ou frappant, c'est que depuis cette organisation très mathématique va émerger une violence. Et à partir du moment où cette violence émerge, elle ne fait qu'échapper
à ceux qui en sont victimes. Et moi, j'ai trouvé, alors évidemment, Gilles évoquait à raison la question de la morale. Moi, j'ai trouvé que plus les jeux avançaient et plus la morale reculait. Et c'est d'ailleurs probablement l'objectif des organisateurs du jeu. C'est-à-dire que dans les premiers jeux, ce sont les organisateurs qui tuent. Dans le jeu de la corde, où on tire donc à la corde, c'est les organisateurs qui vont, on va le dire comme ça, départager avec une guillotine. Et puis après, leur action devient un peu plus résiduelle et on se rend compte que ce sont les joueurs qui s'en prennent les uns aux autres, y compris en dehors des jeux. Et donc, il y a une scène terrible de violence et de massacre à l'intérieur du dortoir en anticipation du jeu à venir. Et au début, il y a aussi, jusqu'à un certain point, il y a des formes d'entraide, des bribes d'entraide, des bribes d'amitié, voilà, on se fait un peu des confidences. Et puis, voilà, plus le jeu avance, plus tout cela va sauter, notamment à partir du jeu des billes. Et là, c'est vraiment la loi de la jungle qui reprend le dessus. Donc, voilà, effectivement, hein, c'est ce que disait Gilles, si rien n'a de sens et que la vie ne tient qu'à un fil, alors autant sauver sa peau par tous les moyens. Qu'aurions-nous fait dans cette situation ? Alors évidemment, voilà, on pourra dire que la loi de la jungle économique dans la vraie vie, c'est déjà ce qui a poussé les participants à venir. Moi, il me semble aussi que la série explore les effets d'un dispositif totalitaire où tous les protagonistes sont écrasés, y compris d'ailleurs les gardiens, parce qu'on les voit, hein, ils dorment dans des petites cellules, tout est contrôlé à distance, la lumière, l'allumage, l'extinction des feux, etc. Il y a du trafic d'organes, il y a des fours crématoires. Bon, c'est un lieu où tout se fait en secret. Voilà, et d'ailleurs, je trouve que la petite enquête du flic, elle se termine un peu en quenouille, hein, c'est quand même le subplot qui va nulle part, bon, donc c'est un peu étrange. Et puis, voilà, moi, sur la question de la réception et sur la question de la violence, moi, je suis quand même surpris ou faussement surpris qu'il y ait des gens qui veuillent absolument acheter les uniformes pour Halloween, hein, c'est-à-dire choisir de se déguiser soit en bourreau, soit en victime. Je ne sais pas ce qui est enviable ni dans un cas ni dans l'autre. Et puis, dans la dernière partie où effectivement ce qu'ils appellent les VIP arrivent, où là, on est sur un dispositif assez classique avec des gens un peu décadents qui vont se délecter du spectacle. Pour le coup, moi, j'ai pensé à Salo ou les 120 journées de Sodome de Pasolini, dans la réification des corps, le jeu de massacre gratuit. Bon, voilà, la fin est effectivement un peu attendue. Je crois que elle transforme quand même le héros. Il se passe quelque chose, là, Guillaume, et voilà, il a gagné, mais on spoil, hein, mais l'argent qu'il a gagné est souillé du sang de tous les participants. Alors, on a beaucoup discuté sur la question, je vais terminer par là, de la question de savoir si la série était morale. Moi, je me suis posé une autre question, est-elle perverse ? Réponse de mon point de vue, oui, la série est perverse, évidemment, à cause de ces jeux sanglants, mais aussi à cause de ces choix de découpage, par exemple. J'ai trouvé que faire un cliffhanger au milieu du jeu de la corde, quand les personnages sont entraînés vers le vide, j'ai trouvé ça pervers et je me suis dit, c'est vraiment un cliffhanger qui rappelle que le montage est aussi une affaire de morale. Perrine, quels sont justement, vous qui travaillez beaucoup hein, sur ces histoires de montage, de travail sur la série elle-même, on a peut-être parlé du fond, sur la forme elle-même, qu'est-ce que vous en avez pensé exactement? Là aussi, parce que comme le dit Emmanuel, on pense à la perversité, on pense à... Il y a beaucoup de notions comme ça qui apparaissent quand on regarde cette série, on peut être aussi parfois mal à l'aise, mais après tout, le public a répondu présent. Ah bah, on peut carrément être mal à l'aise et je pense que la série pousse à ça aussi. Mais c'est vrai que si on compare à une autre série assez récente qui est sortie aussi sur Netflix, qui est Alice in Borderland, qui est une série japonaise pour le coup, pareil, où des personnages se retrouvent dans des situations où, ben, en fait, un peu de jeu de la mort, hein, concrètement, c'est soit on meurt, soit on s'en sort. Il n'y a pas de demi-mesure. Les séries sont très, très similaires, si ce n'est que, en effet, sur cette histoire de montage et aussi sur cette histoire de point de vue. C'est très important le point de vue. C'est-à-dire que le point de vue dans Alice in Borderland, on est tout le temps du point de vue de ces personnages, de ces victimes, d'une certaine façon, qui se retrouvent dans les jeux, ils savent pas trop, ils comprennent pas la mécanique. Ils sont comme nous, on est dans la position de ces personnages, on ne connaît pas la mécanique, on la subit, simplement. Et donc, on est à égalité avec ces personnages. Le problème, si on veut, en tout cas dans Squid Game, c'est qu'on est des deux côtés. À la fois, on est du côté des personnages qui subissent cette histoire et la violence, à la fois la violence d'un système capitaliste, on l'a déjà dit, à l'extérieur, la violence du système en Corée, et plus généralement dans le monde, du système capitaliste, puis la violence à l'intérieur, concentrationnaire, quand ils se retrouvent dans un faux choix qu'ils ont fait,
un faux choix, ce n'est pas un vrai choix, c'est un faux choix. Ils se retrouvent donc prisonniers et à subir des jeux terribles où ils mettent leur vie en jeu. Mais on voit aussi l'autre côté du décor, c'est-à-dire qu'on voit quand même les gardes, comment ils fonctionnent. On voit ce fameux type avec son masque noir un peu origami qui se révèle sur la fin. Voilà. Donc on voit un peu les rouages du système. Donc à partir du moment où on voit les rouages, on n'est plus tout à fait exactement au même niveau que ceux qui sont dans le jeu, puisque eux ne voient pas ces rouages-là. Ils n'en sont pas témoins. Donc là, la question du point de vue est quand même intéressante et moi, me pose question, évidemment, un peu moralement. Après, justement, on parlait de morale. Pour moi, toute la série pose la question de la morale. Et donc, au-delà du choix, tout simplement, de se dire, qu'est-ce que je ferais à leur place, qui est un choix légitime, un questionnement légitime, je me le pose à chaque épreuve qu'ils vivent. Même rien que le fait de décider d'aller dans le jeu, je me pose la question à un moment donné, mais encore une fois, ce n'est un non-choix. Ça, je trouve que c'est intéressant. Et tu parlais tout à l'heure, Emmanuel, du fait que tu ne comprenais pas pourquoi les gens achetaient des costumes pour Halloween. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. C'est-à-dire que pour moi, la série, en vrai, est très morale, dans le sens où le personnage qu'on suit depuis le début est un personnage qui, certes, va être un peu transformé, mais pas tellement, puisqu'à chaque fois, il va être sauvé par plein de situations qui font qu'il n'a pas trop à changer de positionnement moral. C'est un personnage qui est bon depuis le début. Il était au début, c'était un comment dire, c'est un entourloupeur si vous voulez au début, mais c'est pas quelqu'un de fondamentalement mauvais. Il fait des mauvais choix. C'est vraiment un type qui a la guigne non-stop et il fait des mauvais choix, mais ce n'est pas un mauvais homme. Et il ne sera jamais un mauvais homme. Donc la série est profondément morale par rapport à ça. On suit son point de vue et on espère que ce personnage ne changera pas. Ce qui aurait été presque intéressant, c'est de voir que le jeu aurait changé ce personnage complètement, mais ce n'est pas le cas. Donc ça reste très moral et je ne comprends pas finalement la réception. J'avoue ne pas comprendre la réception et la fascination autour de cet aspect justement concentrationnaire et de vouloir être la victime ou le bourreau. Enfin, j'avoue être vraiment très mal à l'aise par rapport à la réception de la série, là où la série, je la trouve particulièrement très très claire sur ce qu'elle raconte en réalité. Elle est très claire sur son point de vue moral. Elle ne pose pas tellement la question là-dessus. Donc voilà, moi je suis assez partagée sur Squid Game, même si honnêtement je l'ai bingé. Je l'ai regardé d'un seul coup et j'ai trouvé ça. En fait, j'étais complètement dedans, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais j'ai eu un pas de recul quand j'ai vu la réception. Je me suis posé beaucoup de questions sur ma propre perception et je trouve qu'à ce niveau-là, la série est en soi un objet de réflexion intéressant rien que pour ça. Audrey Fournier, par rapport à cette série événement justement, où on voit bien qu'il y a des choses intéressantes à voir dedans, parce qu'on peut y trouver aussi, justement, comme vient de le dire Perrine, des choix moraux à faire, et on peut se questionner là-dessus, mais on est aussi parfois quand même pas mal à l'aise. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Oui, alors pour enchaîner sur ce que Perrine disait, moi je pense qu'il y a un problème de morale du marketing aussi qui accompagne la sortie de Squid Game, même si Netflix dit qu'ils ont été un petit peu surpris par les audiences. Bon, en tout cas, ils se sont engouffrés dans la brèche en ouvrant des magasins, en favorisant le merchandising et toutes ces choses qui ajoutent du malaise au malaise. Pour revenir à ce qu'on disait sur la morale de la série, alors, déjà sur la forme, effectivement, ça fonctionne brillamment. Moi, je suis fascinée par cette esthétique très pop coréenne qui est superbe, qui est ripollinée, qui est très catchy, moi qui m'a évidemment aspirée jusqu'à ce que j'ai la nausée. C'est-à-dire que déjà, je trouve que le principe de départ de la série est douteux, c'est-à-dire que la morale est douteuse. Tous ces gens-là qui participent au jeu, qui n'ont évidemment pas le choix de le faire, sont soit des gens qui ont parié, soit des gens qui sont des escrocs, soit des gens qui ont volé. Il y a quelque chose du regroupement de renégats quand même dans tous ces participants au jeu. Donc déjà, il y a quelque chose qui les teinte, qui les colore d'une forme de honte. Donc ça, c'est un point de départ qui, moi, me met mal à l'aise, même si, au bout du compte, c'est quand même un petit peu plus subtil que ça. Et surtout, il y a cette imagerie concentrationnaire que je trouve également très malaisante. Je pense qu'on ne peut pas se saisir des uniformes, des dortoirs comme ça, des numéros attribués à chaque joueur en toute impunité. Ça, je trouve ça très, très, très difficile à avaler. Et mon dernier point, c'est que pour moi, c'est un petit peu le degré zéro du divertissement. C'est-à-dire que c'est une série qui fonctionne sur de la pure dopamine. C'est-à-dire qu'on est là à voir les gens se
tuer. Alors, c'est pas tellement le fait qu'il meure qui nous choque, parce qu'on en a vu d'autres, on en voit d'autres, que ce soit à la télévision, dans les séries ou au cinéma. C'est pas tellement ça. C'est que vraiment, c'est la dopamine du jeu, de l'espèce d'action-réaction. Il y a un jeu, c'est le même principe que la télé-réalité, quoi. C'est au final, il n'en restera qu'un, et on va prendre une espèce de plaisir à voir qui ça va être, comment il va s'en sortir. Voilà, c'est ce fonctionnement-là qui est un fonctionnement purement, j'allais dire, pas hormonal, mais en tout cas qui fait appel à des fonctions très, très basiques du cerveau. Pour moi, c'est un peu le degré zéro du divertissement. Ça me parle pas du tout et je trouve ça vraiment dommage que ce soit ça, pour moi, la principale force de la série et que ce soit ça qui fasse que les gens restent et binge la série. Et j'ajouterais juste derrière, je suis tout à fait d'accord avec Audrey sur le côté, le marketing, il a fait beaucoup de choses là-dedans. Enfin, vraiment, et le fait qu'il soit surpris, vu la réactivité du truc, je ne crois pas 2 secondes à ça. Mais au-delà de ça, on parlait tout à l'heure du succès. Pourquoi ça a un succès, sachant que les jeux de la mort, c'est pas nouveau. C'est pas la première fois que c'est traité. Et puis, alors, si on peut remonter à l'Antiquité, ça va très très loin, les jeux de la mort. Donc, c'est vraiment pas neuf. Mais en soi, c'est aussi une nouvelle génération qui le découvre, une génération qui n'a pas forcément vu Battle Royale, une génération qui même a peut-être vu Hunger Games, et encore pour certains, ils étaient un peu jeunes, donc il y a le côté, c'est eux qui ont fait le succès en premier, et puis après, tout le monde s'est un peu engouffré dans la brèche, mais il y a eu ce succès-là en premier. La mécanique du jeu de la mort est une mécanique qui fonctionne, et bien encore une fois, je vais pas revenir jusqu'à l'Antiquité, mais c'est pas nouveau que cette mécanique-là de peur et de fascination fonctionne sur les gens, par la dopamine ou pas, mais en tout cas ça fonctionne sur les gens. Et je reviens aussi sur le fait que c'est une série coréenne, et c'est important de le noter, puisque la série coréenne en ce moment est très populaire, et notamment chez les plus jeunes. Les adolescents, il y a beaucoup de séries coréennes, notamment sur Netflix, plutôt tournées vers des histoires de cœur, des histoires d'amour. C'est souvent ce type de série-là. C'est une culture qui leur est, comment dire, tout à fait familière. C'est pas étranger du tout à leur quotidien. Et il y a eu les succès récents de Parasite, par exemple, et la reconnaissance de Parasite, qui fait que en tout cas, la culture coréenne et le soft power par la culture coréenne est très, très fort en réalité. Donc, je pense que ça a aidé au succès de la série. Je suis pas sûre que si ça avait été une série, je ne sais rien, je vais dire un pays au hasard, népalaise, elle aurait eu le même succès. D'une certaine façon, si elle avait été exactement la même mais népalaise, je suis pas sûre, parce qu'il y a déjà installé la culture coréenne, cette culture aussi d'un cinéma en tout cas et de séries très très politiques, très très orientées, avec des questions très très sociétales. Donc tout ça fait que le terrain était prêt pour Squid Game. Donc c'est là où je veux dire pourquoi la série, en tout cas essayer de trouver une idée de pourquoi la série a eu du succès. Moi c'est par là que je le vois arriver. Je suis frappé par effectivement disons le choix de montrer la violence directement et de recourir à la violence de manière assez gratuite et autoritaire et brutale. C'est quand même assez frappant dans cette série-là. Audrey disait tout à l'heure le degré zéro du divertissement. Effectivement, on va tuer les gens et on les montre en train d'être tués en permanence, et c'est une espèce d'orgie de violence. Quand on compare, et qui peut effectivement être très problématique, quand on compare avec un cinéaste qui a beaucoup exploré la question de la violence, qui est Clint Eastwood, dans les derniers Eastwood, il y a quand même des variations très intéressantes, je dirais même depuis impitoyables, sur justifier la violence, comment éviter la violence, comment mettre fin à la violence, comment ça devient un dernier recours. Et là, c'est l'absolu contraire, c'est-à-dire la violence comme premier recours et comme événement permanent qui ne laisse aucune place à qui que ce soit. Là, il y a quelque chose quand même d'un peu discutable et d'un peu problématique. Et si la réception se fait sur ce point-là, c'est quand même voilà, à discuter très sérieusement en termes de vie en société. Voilà. Oui, alors juste pour ajouter un mot, moi je suis très d'accord avec tout ce que tout le monde a dit, d'autant qu'on peut taper dessus, on est quand même, on admet qu'on a du mal à décrocher quand même. Alors plutôt que le degré zéro du divertissement, j'avais envie de dire, mais c'est peut-être qu'on a un point de vue un peu… Enfin, c'est plutôt le degré au cube du divertissement, c'est-à-dire c'est un divertissement qui vous montre un divertissement violent. Enfin, voilà, il y a une sorte d'effet miroir peut-être, voilà, c'est-à-dire vous êtes capable de regarder ça. Enfin, voilà, je veux dire, c'est sur un divertissement à mort,
Et ça a du succès. Donc, c'est plutôt, si vous voulez, il y a une sorte d'effet vache qui rit ou d'effet de mise en abîme sur le fait que justement, la série ait du succès. Parce que si on fait une mise en abîme, elle est justement en train de dénoncer ce genre de spectacle. Après, l'ambivalence de notre regard de spectateur, effectivement, il date de la nuit des temps. Je repense au succès de films comme Joker, etc., avec Joaquin Phoenix, voilà, où finalement, à un moment, il faudrait se demander pourquoi on préfère les méchants. Enfin, je veux dire, pourquoi on préfère le mal. C'est toujours ce que... Moi, pourquoi j'adore les Coppola et les Scorsese, c'est aussi pour toute la violence qu'il y a dedans, sans doute. Voilà, donc on peut pas se... Voilà, ça nous révèle aussi un peu ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On peut le regretter ou pas. Il y a peut-être, pour conclure, quelque chose de cathartique dans tout ça. C'était donc le premier débat de cette intersaison numéro 5 sur la série Squid Game. On le voit, hein, nos saisonniers aussi ont trouvé en général des choses à dire dessus, positives, négatives. Et puis c'est vrai que, comme vous l'avez tous plus ou moins dit, il y a quand même un côté assez addictif dans cette série. Même si on est mal à l'aise, on a toujours envie d'aller plus loin. Et Perrine a raison en disant, oui, c'est vrai qu'on a tendance, c'est une série qu'on a tendance à binge-watcher. Et c'est sans doute pour ça aussi que ça a très bien fonctionné, surtout auprès des adolescents. On se retrouve pour le deuxième débat sur cette série. Ce coup-ci, on va partir pour notre pays, on va partir pour une autre thématique, c'est On the Verge. Rubbing it deeply and slowly. Justine est française. Elle est chef à Los Angeles. Elle a un mari. Je suis tellement plus doué que toi. Un fils. If John Lennon had not been shot, the world would be a better place. Et 3 amis qui se posent la même question. Who the fuck am I? Continuer comme ça jusqu'au bout ou changer de direction maintenant? Not now, when? Heureusement, tout peut encore arriver. Who did this? Rubbing it deeply and slowly. Alors elle, c'est Justine. Comment tu trouves ma robe? Je joue Justine. C'est un chef d'un restaurant à Los Angeles qu'elle a créé avec son collaborateur qui s'appelle Jerry. Elle est mariée à Martin. Justine, tu pourrais avoir des amis normales. Why so weak? That's exhausting. Un petit peu frustrée. Un homme qui travaille pas, c'est pas un homme. Je suis tellement plus doué que toi. Et elle a un petit garçon, Albert, qu'elle adore. Do you think if John Lennon had not been shot, the world would be a better place? Et un chat. I love you too. Wait, are you high right now? No. Elle, c'est Anne. Elle vit dans un quartier très chic de Venise. Exactly, I was so happy. Tout semble plutôt bien se passer entre elle et son mari. Yeah, well, fucking was not our problem, yes. I'm not happy. Et bien sûr, son fils qu'elle adore. Today, you have soccer. This is my version of athletic wear. You know, someday they're gonna be hairy and smelly. I am so ready to jump back in. Alors elle, c'est Yasmine. Can I be honest? C'est une amie de Justine. God, I'm 46, not 96. C'est la mère d'Orion, une mère, comment dire, parfois un peu obsessionnelle. Okay. Son mari a réussi à la Silicon Valley. It's really, that's what's wrong with this relationship. I wish that were the only thing. What? I'm an out-of-work feminist whose husband pays for her laser hair removal. Who the fuck am I? This is one of those perfect moments in life. Look at it. Gorgeous. Oh. Comme je viens de l'annoncer, la deuxième série du jour, alors on a été très long, hein, on a parlé beaucoup, mais comme on se disait aussi en préparant l'émission, il y aurait eu beaucoup plus à dire sur Squid Game. Alors, passer derrière peut-être avec On the Verge, c'est différent. On va voir en quoi, justement, est-ce que vous pourriez, vous de votre côté, Audrey, nous présenter un petit peu rapidement le pitch, voir où on peut retrouver cette série?
Bien. Alors, On the Verge, c'est une série qui est visible actuellement sur Canal+. C'est l'histoire de 4 amis autour du personnage de Justine. Alors, Justine, c'est le personnage interprété par Julie Delpy. Elle incarne une chef française à Los Angeles. Donc, Los Angeles, c'est la ville où Julie Delpy a posé ses valises il y a déjà une trentaine d'années. C'est une chef très réputée, qui est en train d'écrire un livre, mais qui doute beaucoup et qui n'est pas aidée parce qu'elle est mariée à un homme qui est joué par Mathieu Demy, qui est un personnage très drôle, avec une petite moustache qui le fait ressembler à Hitler et qui ne la soutient pas du tout. Alors, heureusement, elle peut compter sur son groupe de copines. Donc, il y a Yasmine, Ella et Anne. Yasmine est en couple avec un enfant. Ella est une mère célibataire de 3 mômes de 3 pères différents. Et Anne est mariée à un homme qui ne l'aime plus et elle a un garçon. On the Verge, c'est un projet centré sur cette décennie un peu particulière pour les femmes qui est entre 40 et 50 ans. Et c'est peut-être ce qui explique pourquoi Julie Delpy a mis autant de temps à le faire aboutir. C'est-à-dire qu'elle a commencé l'écriture en 2012. Le projet est allé de plateforme en plateforme. HBO a été intéressée à un moment, Amazon aussi. Et finalement, elle n'arrivait pas à le faire développer. Et pour elle, elle met vraiment ça sur le compte du fait qu'on parlait des femmes de cet âge-là, autour de 45 ans. C'est pas évident. C'est un concept qui n'est pas évident à vendre aux producteurs et aux diffuseurs. Et le projet a fini par se faire avec Canal+, en collaboration avec Netflix. Alors, cette série-là, c'est drôle parce que Julie Delpy avait déjà un petit peu abordé la série par le biais des films, par exemple 2 Days in Paris, 2 Days in New York, ou alors avec la série des Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight, etc. Et là, elle fait une série en 12 épisodes, donc un projet qui s'inscrit vraiment dans le temps long de la série. C'est un peu à l'image de ce que Julie Delpy fait, c'est-à-dire que ça a l'air très, très foutraque, et pourtant, tout est impeccable structuré et c'est ce que j'aime beaucoup. Alors, on y retrouve un motif qu'on connaît bien qui est le quatuor de copines parce que c'est le quatuor de Sex and the City et c'est un petit peu comme si On the Verge commençait là où Sex and the City finit. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand, entre guillemets, on est casé, quand on passe de l'autre côté de la quarantaine, quand on a des enfants, est-ce que c'est le début de la fin? Alors, la série pose les choses de façon beaucoup plus subtile que ça. Sa grande force, c'est d'aborder cette décennie avec une forme de légèreté, c'est-à-dire d'en faire une décennie qui n'est pas forcément un chemin de croix, qui n'est pas forcément facile, mais qui est en tout cas une décennie pendant laquelle certaines questions, et pas des moindres, se posent. C'est-à-dire, est-ce qu'on continue à être avec la même personne? Quelles valeurs on va transmettre à ses enfants? Et il y a quelque chose d'intéressant dans cette série, c'est que quasiment tous les enfants sont des garçons. Ce sont des mères de garçons. Comment est-ce qu'on élève un fils aujourd'hui? Comment est-ce qu'on trouve une liberté financière? Comment est-ce qu'on trouve une liberté artistique? Comment on reste désirable? Comment est-ce qu'on continue à désirer les autres? Donc, Julie Delpy s'empare de tous ces thèmes-là en utilisant plusieurs formes. C'est-à-dire que souvent, on est dans la sitcom avec des gags, des choses très drôles. Des blagues scato, des blagues très, très lourdes. Parfois, elle s'aventure aussi sur des terrains un petit peu exotiques, c'est-à-dire qu'il y a des sous-intrigues. Par exemple, le personnage de Yasmine a un passé d'espionne. Donc, elle va être mêlée à une nouvelle affaire d'espionnage. Donc voilà, il y a un côté touche-à-tout dans la série qui finit par emporter un peu au cours de 12 épisodes. C'est-à-dire qu'il faut un peu de persévérance. Hein. C'est jamais très facile avec Julie Delpy, c'est-à-dire qu'elle impose quelque chose, elle impose un regard, une vision, un ton qui est à la fois très léger et grave, qui est toujours un petit peu en décalage. C'est jamais facile, les blagues sont jamais très très faciles, mais elle nous a un petit peu à l'usure, j'ai envie de dire. Et quand je dis ça, c'est plutôt un compliment. C'est-à-dire qu'au bout du compte, au bout de 3-4 épisodes, je dis bon, allez, ok, je vais finir la saison parce que je suis avec elle. Je suis avec ces femmes-là et j'ai envie de savoir ce qui leur arrive. Voilà pourquoi j'ai eu un coup de cœur pour cette série. Emmanuel Taïeb, cette série, c'est vrai, comme l'a dit Audrey, bande de filles, on est aux États-Unis, même si on n'est pas à New York, mais les parallèles sont évidents aussi, c'est vrai, avec Sex and the City. Vous en avez pensé quoi, vous? À peu près la même chose qu'Audrey, donc effectivement, elle en a très bien parlé. Voilà, c'est assez comique, c'est léger, ça se regarde agréablement, c'est plutôt bien interprété. Je signale quand même qu'on croise Giovanni Ribisi, voilà, moi j'aime bien cet acteur. On croise Patrick Dufy et on croise aussi, il y a une scène un peu cocasse où on croise une version, on va dire, diva
de Julie Delpy si elle était devenue une actrice insupportable dans la lignée de certaines actrices ou acteurs hollywoodiens qui jouent les divas tout le temps. Moi, je trouve qu'effectivement, de mon point de vue, un des intérêts de la série, c'est de filmer au plus près. Alors effectivement, ces femmes, voilà, dans une certaine maturité ou dans la fleur de l'âge, on va le dire comme ça, mais aussi de filmer vraiment au plus près. On est beaucoup dans l'intimité, on est beaucoup dans les maisons, on est beaucoup dans des dialogues de couple, et donc de filmer toutes ces difficultés, de filmer toutes les petites lâchetés du quotidien, toutes les difficultés quand on est une femme à mener de front son métier, l'accompagnement des enfants qui effectivement sont à un âge où ils vous échappent complètement parce qu'ils grandissent, et puis aussi le moment, enfin toute la difficulté à gérer des compagnons qui sont globalement assez veuls. Je pense en particulier, Audrey l'a dit, au personnage joué par Mathieu Demy qui a vraiment pas le bon rôle ici, sans être pour autant une série féministe ou une série qui serait très militante de ce point de vue-là. Je trouve que c'est une série qui est avant tout sur des femmes. Il se trouve que la série n'est pas très tendre avec les hommes, en tout cas avec ceux qui partagent la vie des héroïnes, et d'ailleurs ils seront remplacés amoureusement par des hommes un peu plus virils et un peu plus habités, un peu plus portés par des choses. Voilà, et il me semble que chaque épisode enregistre assez bien les hésitations de tous les personnages à chaque fois qu'il y a un tournant biographique dans leur vie. Donc elles sont à chaque fois on the verge, elles sont au bord de quelque chose, au bord du précipice, au bord d'une décision de séparation ou d'un nouvel engagement ou au bord de choisir un nouveau travail. Donc c'est tout le temps des moments de transition qui sont très difficiles et qui peuvent être un peu plus difficiles à cet âge-là. Donc on est en fait dans une sorte voilà, on va dire de marivaudage à Venice Beach. C'est très hétéronormé, on est chez des gens assez riches, mais les riches aussi ont des problèmes. Mais en tout cas, ça permet à Julie Delpy de s'amuser aussi parfois à porter un regard un peu français. Voilà, c'est une expatriée, un regard français sur les us et coutumes aux États-Unis, et puis à mettre en scène quelques types sociaux complètement fous, visiblement ceux qu'on croise en Californie, donc l'éditeur fou, le photographe fou. Voilà, il y a des moments assez cocasses comme ça. Je dirais peut-être la limite de la série, c'est que oui, la question du désir et de l'amour est au centre de toutes les conversations et de tous les fantasmes, mais ça reste quand même assez prude. C'est une série assez sage, c'est aussi très dépolitisé. Et je trouve que c'est finalement les enfants qui se rendent compte le mieux de tout ça. Il y a une scène où les enfants se disent entre eux, mais en fait, le monde est foutu, il y a le réchauffement climatique, mais nos parents sont restés bloqués sur des sujets très, très mièvres. Et au dernier épisode, les adultes vont se prendre quelque chose en pleine figure qui est effectivement l'arrivée du Covid. Et là, ça donne raison aux enfants. Et donc voilà, là, il y a la nouvelle génération est prête, là où l'ancienne est déjà un tout petit peu larguée. Perrine Kenneson, cette série sur 4 filles, sur Los Angeles, sur les États-Unis, on n'est vraiment pas dans l'ambiance Squid Game. Et ça, vous en avez pensé quoi, vous ? Non, on n'est pas dans Squid Game ou dans une autre forme de Squid Game. Pardon. Pour être, j'apprécie vraiment l'enthousiasme en fait d'Audrey et Emmanuel, et j'aurais aimé avoir le même. C'est-à-dire que vraiment la série m'a laissé de côté. Maintenant, je me dis peut-être, je vais écouter Audrey, je me dis que peut-être j'ai pas été assez persévérante sur la série. Julie Delpy m'a pas eu à l'usure, ou en tout cas je me suis arrêtée juste avant d'être usée. Mais voilà, moi je trouve qu'il y a quelque chose de très un peu programmatique justement sur cette histoire de. En fait, elle ne me dit rien de nouveau sur ces femmes de plus de 40 ans. C'est-à-dire, en effet, c'est pas souvent qu'on voit, c'est même assez rare d'ailleurs de voir des personnages féminins de plus de 40 ans à l'écran et en personnage central. Ça, c'est sûr que. Et à un moment donné, il y a cette blague de Julie Delpy dans la série où elle dit imagine un film de super-héros où ce serait une super-héroïne de plus de 40 ans. Enfin, ça n'aurait pas. Imagine le succès. Dit-elle en rigolant. Et c'est vrai que bon, voilà, c'est pas si courant. Mais ce qu'elle me raconte d'elle, et surtout du milieu dans lequel ça se passe, on parlait de Sex and the City, mais on reste dans un milieu quand même très bourgeois, très riche, et quand même majoritairement blanc. Il y a quelque chose où rien de nouveau sous le soleil de la Californie. Pour moi, à ce niveau-là, même si Sex and the City, c'était New York, mais le fait est que rien de nouveau de ce côté-là. Je me sens pas, et ce qu'on va me dire sur elle, ce qu'on va me présenter d'elle, ne me chamboule pas ou ne me dit pas grand-chose, en fait, ne m'apprend rien. Je ne suis pas surprise du discours ou de ce qu'on va me raconter, même si je pense que voilà, il n'y a pas non plus tout à réinventer. Mais là où ce qui m'a intéressée, c'était l'écriture des dialogues. Il y a des dialogues, il y a énormément de dialogues très très bien écrits, très très bien sentis, et
et on fait dire à ces femmes, à ces 4 personnages principales, ces 4 femmes au centre, des phrases qui d'habitude étaient plutôt réservées à la jante masculine. Mais sans que ça soit grossier, que ça soit juste une inversion des rôles ou quoi que ce soit. C'est quelque chose où, naturellement, on leur donne à parler ce qui est du langage courant. Elles ne sont pas seulement des représentations de ce que doit être la féminité ou quoi que ce soit. Elles deviennent êtres humains. Elles ont beaucoup de nuances et aussi de vulgarité en elles, ce que j'aime beaucoup. Et elles ont aussi cette... finalement, les hommes sont les pères la morale, en fait. D'habitude, c'était plutôt le regard, cette espèce de regard féminin, un peu de la matriarche qui regarde en disant ceci est bien, ceci n'est pas bien, et qui devient l'espèce de poteau moral, quoi, sur lequel on doit, en tout cas la ligne morale sur laquelle on doit se fixer. Et elles ne sont plus ça. Finalement, c'est des hommes qui deviennent vraiment, c'est un petit peu des gros relous dans cette histoire, parce qu'ils sont vraiment un peu trop carrés. Et j'ai bien aimé ça à un moment donné, et elles le jouent tout avec une espèce de joie et de malice que je trouve plutôt agréable à regarder. C'est juste qu'au bout d'un moment, oui, et le milieu, et le format, et tout ça ne m'a pas donné plus envie de suivre. Et la folie de Julie Delpy, créative en fait, et donc un peu trop foisonnante pour moi, m'empêche un peu de suivre l'ensemble. En tout cas, je pense que si on n'y adhère pas, c'est très très dur d'arriver à y adhérer, sauf à l'usure visiblement, comme dirait Audrey. Gilles, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, justement, de cette série On the Verge, de l'ambiance, de ce qu'elle semble dégager, hein, de ce projet, effectivement, comme on l'a dit, tout le monde, qui au départ est un projet qui peut paraître un peu décalé, en tout cas, et qui, finalement, accepté par Canal+, a quand même, semble-t-il, fonctionné. Oui, alors pour les autres, peut-être, moi j'irais dans le sens de Perrine, sans doute, effectivement. Ce qu'elle a à me raconter, alors, pour le dire encore plus violemment, ça ne m'intéresse pas, en fait. Enfin, voilà. Moi, je me suis senti... alors, pourtant, on sent l'enthousiasme, hein. On sent l'enthousiasme, le plaisir. C'est vrai que c'est bien écrit, les dialogues sont bien écrits. Les personnages sont bien construits. Yasmine, là, me plaît pas mal, ce personnage. L'actrice joue bien. J'ai trouvé que... Bon, contrairement à Mathieu Demy, hein, qui joue toujours les mêmes rôles et mal, mais c'est le même que dans Mytho, hein. Enfin, je veux dire, on a l'impression que le personnage a déménagé, quoi. Il a changé de femme et il a enlevé son peignoir. Alors, moi, je me suis, pour tout dire, donc sur le papier, il y a tout, et pour moi, ça ne fonctionne pas. Pour moi, ça fonctionne. Je me suis senti exclu, en fait, moi, hein, voilà. Comme vous disiez, ambiance... Nicolas résumait ça en disant alors 4 filles, Los Angeles, les États-Unis. Voilà, donc moi je suis pas 4 filles, j'habite pas à Los Angeles, j'habite pas aux États-Unis. Il y a un côté effectivement, regarde ma vie comme elle est belle à Venise avec les canaux. Enfin, on est dans un, je sais pas, il y a un côté Instagrammeuse là-dedans voilà, je sais pas moi, de donner envie d'avoir cette vie-là, mais tu l'auras jamais. Alors, est-ce que c'est parce que moi j'habite pas là-bas et que je suis un homme, ça serait très misogyne de dire ça, mais voilà, 4 filles. Voilà, bon, le fait que les personnages de garçons soient un peu écornés, tant mieux, ça nous change, mais voilà. Donc voilà, il y a un côté, quand je dis que sur le papier tout est bien fait, ça fait un peu trop, je sais pas, moi j'avais adoré Before Sunset, Before Sunrise, j'avais vraiment adoré, j'aime bien Julie Delpy, ce qu'elle écrit. Là, je trouve qu'il y a un côté, regarde la petite série super que j'ai faite. Voilà. Je sais pas, il y a un côté, je sais pas quoi dire. Moi, je me suis senti exclu, j'arrive pas à rentrer dedans, effectivement. C'est pas désagréable, hein, c'est pas désagréable à regarder, mais et donc, enfin, voilà, tu finis autant Squid Game, on disait, voilà, ça pose pas. Là, je dis bon, bah c'est bien. T'es une grande cuisinière dans une super ville à Los Angeles. Enfin, voilà, t'as une super vie et moi, enfin, je fais quoi là-dedans, moi? Pourquoi je regarde? Voilà, qu'est-ce que tu as à me montrer? Voilà, donc moi, j'ai vraiment pas accroché, alors que, encore une fois, tout est bien. Il y a du talent, voilà, c'est un peu trop, c'est un peu trop fait. Je sais pas, c'est un peu trop ciselé. Je sais pas comment le dire. Voilà, en tout cas, j'ai eu beaucoup de mal. Je me suis senti exclu. Voilà, ce qui doit être normalement un peu l'inverse dans une œuvre audiovisuelle. Voilà ce que je pouvais dire ou pas dire.
Alors, si je peux ajouter quelque chose pour conclure, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit auparavant, même si moi, ça m'empêche pas, le fait que cette série ne soit pas révolutionnaire m'empêche absolument pas de l'apprécier, parce qu'au contraire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment elle s'empare d'un sujet et sans lui donner de couleur politique et sans parler de sexe. Pour rebondir sur ce que disait Emmanuel, je crois. Justement, moi, je trouve que c'est une des forces de la série, de ne pas parler de sexe et de ne pas mettre le sexe et l'amour, même si ça vient quand même un petit peu pour le personnage de Julie Delpy vers la fin de la saison, mais de ne pas en faire un thème central. Ça, j'ai trouvé ça très fort, parce que trop souvent, dans la fiction, les femmes sont réduites à leur vie amoureuse, et moi, ça m'insupporte. Et le choix aussi de ne pas en faire une œuvre politique, c'est-à-dire vraiment de rester au niveau du foyer, au niveau du quartier, au niveau du travail, au niveau de la ville, enfin de cette petite ville qui est Venise, m'intéresse aussi. Et ce que je trouve original, c'est juste cette volonté de jouir de ces personnages-là, de ces interactions-là, de ces dialogues, de ce comique de situation, d'être vraiment dans le présent de ce qu'on filme, de ce qu'on raconte, de cet instant T, de cet âge-là de la vie. Voilà, c'est peut-être son côté presque un peu contemplatif, moi qui m'intéresse peut-être un petit peu nombriliste. Oui, il y a quelque chose d'un petit peu nombriliste, mais quelque part, chez Julie Delpy, il y a toujours ça. Sauf qu'elle essaie jamais de faire croire aux autres que son nombril est plus joli que celui des autres. C'est ça l'originalité de cette fille-là, c'est de ne pas vouloir à tout prix se rendre aimable. Et moi, j'aime beaucoup les femmes pas aimables. Merci Audrey, merci à tous pour la présentation et la critique de la série On the Verge, disponible sur Canal+, que vous pouvez regarder donc bien sûr à la demande sur la plateforme de Canal. I dropped a bomb. The whole world is watching for my next move. You're the #1 trending topic, ahead of tater tots, and the Pope followed you. Wow. Okay, no, this is not is this the real? Right, no, great. I don't Thanks, think this Greg. is a Pope. My family have disappeared. I need to know where everyone is and what everyone's thinking. There he is, the little man who started this big war. Right now, I'm the real you. Sure, and I'm the real you. You sound deranged. As I understand it, you want to take down your dad without implicating yourself. Correct. And without damaging the company to the extent that you lose control at your shareholder meeting. You have an actual case, Ken? Yes, I can kill her. Is he gonna watch? Could we make a note in the minutes that he's watching this? There's blood in the water. Sharks are coming. We're gonna lose the company. We're gonna lose the fucking company today. Investigation's looking pretty bad. I'm focused on not going to jail. Logan says we have to take these. Cyanide pills. It's a mint, you doofus. No one's on my side in this. I need you to protect me, Pinky. If we don't beef up soon, I think we end up someone's lunch. When will your father die? With due respect. No. Obviously. Yeah, no. Obviously, hugely looking forward to my father dying. Right. Where does this end? This friction. I thought my family was fucked up. This is next level. Roman is a knucklehead, Shiv is a fake, and Kenny is screwy. I've seen more than any of them. This life is not for everyone. It's a number on a piece of paper. It's a fight for a knife in the mud. I'm a good guy. I'm better than you. We'll fucking beast them. We'll go full fucking beast! On se retrouve maintenant pour la 3e série de cette intersaison numéro 5. Ce coup-ci, c'est pas une série nouvelle, on va parler de Succession. C'est une série qui en est à sa 3e saison. Et donc, comme la saison vient de sortir, on a choisi d'en parler parce que c'est aussi l'occasion de revenir sur cette histoire qui est si particulière et qui, on va le voir, enfin pour moi en tout cas, a tous les ingrédients d'intrigue pour plaire au plus grand nombre. Alors ça, c'est mon avis. On va voir ce que vont en penser les saisonniers. Pour commencer, peut-être Perrine Kensong, est-ce que vous pourriez nous faire le pitch ? Ah oui, on va remettre un petit peu, parce que certes, on en est à la 3e saison, mais ça fait pas de mal de redire un petit peu ce qu'est Succession. C'est une série de Jesse Armstrong,
voilà, qui est diffusée sur HBO. Alors, ce qui est un petit peu rigolo, c'est que tout le monde a attendu cette 3e saison, là, qui a eu du retard à cause du confinement de Succession, alors qu'en réalité, à la saison 1, ça n'avait pas été le succès tout à fait... en tout cas, ça n'avait pas été aussi franc. À la première saison, c'est vraiment aux alentours de la 2e saison que c'est devenu un peu dingue autour de Succession. Et pourtant, dès le début, c'est déjà très bien. On suit la famille, les Roy, c'est une famille très très shakespearienne, comme tout droit sorti du roi Lear en fait. Et on a le père Logan qui est à la tête d'un empire des médias, façon un petit peu Fox News, mais aussi de d'autres sociétés liées à cela. Il est très très riche, cette famille est très très riche, il n'y a aucun doute. Lui règne en maître, mais à un moment donné, il va montrer un signe de faiblesse, il va avoir je crois qu'il fait un malaise cardiaque, quelque chose comme ça. Et donc ce signe de faiblesse, ça va envoyer un message à ses 4 enfants qu'il faut se mettre dans les starting blocks pour reprendre la suite de papa. Sauf que lui, il ne va pas se laisser abattre comme ça, et il va résister, et cette espèce de guerre intestine, familiale qui se met en place dès la saison 1 et qui se poursuit jusqu'à cette saison 3. Une série qui est, comment dire, d'une violence sans nom sur les rapports humains. En fait, les rapports familiaux, les rapports humains, des mots comme OPA, argent, transaction, trahison, sont en fait des moyens de communication pour cette famille. Et c'est ça qui est complètement fascinant. Une famille où aucun des personnages n'est aimable, il faut le savoir. Personne n'est agréable dans cette famille. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et c'est ça qui est quand même la grande force de Succession, c'est qu'on est fasciné par un monde qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, et dans lequel on n'aura jamais aucun lien, enfin, à moins vraiment ou que ma vie change du jour au lendemain, mais a priori, il y a peu de chances que j'arrive là-dedans, et on est complètement, et encore une fois, il y a des personnages absolument très désagréables, et on est fasciné. Fasciné, ça vient aussi de plusieurs choses, ça vient des répliques, parce que ce qui est formidable, et c'est la force aussi de Jesse Armstrong, c'est cette manière d'écrire des répliques pour des personnages qui sont, encore une fois, pas très aimables, mais qui sont ciselés, qui sont d'une méchanceté sans nom. J'ai envie d'en noter pour les réutiliser plus tard. Je sais pas quand, mais j'ai envie de le faire. C'est génialement écrit, c'est très drôle, très perfide, très noir. C'est vraiment d'une violence sans nom. C'est extraordinaire. Et il y a cette mise en scène, d'ailleurs je tiens à préciser juste que cette capacité d'écriture de réplique, il l'avait déjà Jesse Armstrong avec une série comme Fresh Meat par exemple, ou avec The Thick of It, sur laquelle il a travaillé avec Armando Iannucci, et d'ailleurs c'est filmé comme The Thick of It, c'est-à-dire qu'on a cette caméra portée, cette caméra un peu à l'épaule, un peu qui bouge énormément, qui nous donne l'impression d'être dans des reportages un petit peu, donc comme dans VIP, comme dans The Thick of It, comme dans The Office. Et ça nous donne la sensation d'être une petite souris voyeuse dans un monde dans lequel on n'aura jamais accès réellement, qu'on ne comprend pas vraiment. Mais c'est absolument, vraiment, voilà, c'est galvanisant, on se délecte de chaque minute. Et là, dans cette 3e saison, on continue le jeu de massacre, on continue les échanges terribles dans cette famille qui ne peut pas se parler autrement qu'avec des mots terriblement durs. Et en même temps, on se dit, tiens, on a l'impression de regarder un vieux monde, en fait, un très vieux monde en marche. Et en même temps, ce vieux monde, il me fascine parce que même les plus jeunes, donc les enfants de Logan Roy, continuent à incarner ce vieux monde. Ils sont déconnectés totalement parce qu'élevés par ce vieux monde, en fait. Et donc, je me suis posé la question, est-ce que cette 3e saison devient redondante ou au contraire, elle est fascinante par cette redondance qui dit quelque chose de ces gens qui nous gouvernent d'une certaine façon, qui sont au-dessus de nous et qui nous maîtrisent, au bout d'un moment, à quel point leur non-connexion au monde mène à leur perte. Et ça, je trouve que c'est en soi quelque chose d'intéressant à la saison 3, mais bon, je ne vais pas trop aller sur la saison 3, juste déjà, Succession, petite merveille. Je pense que je l'ai dit 1000 fois, mais grande merveille même. Effectivement, une série qu'on regarde, et on est à la 3e saison, on le regarde toujours avec autant de plaisir. Vous l'avez dit, hein, de par l'intrigue, de par les répliques, on est vraiment là aussi, et on se plaît à aimer presque le mal. Gilles, vous en avez pensé quoi, vous, justement, par rapport à ça? Ah, moi j'adore, hein, je suis fan, je suis tombé dedans. Alors, ce qui est étrange, c'est que j'adore, vraiment j'adore, pour des raisons à peu près contraires ou inverses de ce qu'a dit Perrine. C'est-à-dire, bon, alors d'abord, le début, il faut rappeler, hein, la série s'appelle Succession. Effectivement, c'est au premier épisode
que le vieux père milliardaire, normalement, meurt à peu près. Donc, succession est lancée. Non, c'est quand même fou, ça. Au premier épisode, normalement, il est fini, quoi. Et en fait, ben non, à la fin de l'épisode, il s'en sort, effectivement. Et du coup, ça fait des années que les gamins essayent de... Voilà. Alors moi, j'ai trouvé effectivement qu'il n'y avait aucun personnage aimable, mais aussi aucun détestable. C'est ça le truc. C'est ça que, voilà, c'est-à-dire, on arrive un peu à s'attacher à tous, même lui, hein, même Logan Roy. Alors j'ai découvert en faisant mes recherches, parce qu'il me plaisait bien, que c'était donc Brian Cox qui jouait Hannibal Lecter dans l'excellente version de Michael Mann du Sixième Sens, appelé le Sixième Sens, hein, de Dragon Rouge en fait. Hein. Donc si vous voulez le voir en Hannibal Lecter il y a 40 ans, vous verrez, il joue très bien. Et puis on s'attache à tous les personnages, même Tom, hein, le mari de Siobhan, qui est un peu le pire, hein, dans le genre, qui est vraiment le plus mesquin, le plus minable, le plus méchant, et ben on arrive quand même à s'attacher à lui. Donc ils sont pas, voilà. J'aime beaucoup Kendall. J'ai l'impression que c'est un peu le héros de la série. C'est celui auquel on s'attache le plus. Voilà, c'est le fils préféré en même temps, qui a jamais ce qu'il veut. Et moi, ce qui m'étonne quand je dis le père meurt dès le début et en fait il meurt pas, on a l'impression que c'est ça à chaque épisode. C'est-à-dire, on a l'impression qu'à chaque épisode, la rupture est consommée. On se dit, avec ce qu'ils viennent de se faire, là, ça va pas être possible de se rabibocher. Et finalement, ils arrivent toujours à se remettre pour des intérêts divers. Quels intérêts? Les intérêts des relations familiales qui fait que ton père a beau être le pire des salauds et ta mère aussi, c'est quand même tes parents et tu es obligé de te trimballer avec ça. Et donc, c'est là-dessus, moi, que effectivement, c'est un milieu auquel on n'aura jamais accès, nous, pauvres mortels. Mais en même temps, il me semble, hein, pourtant je suis pas doué dans l'analyse de séries, mais il me semble que c'est justement ce qu'il y a d'universel, c'est-à-dire les rapports entre le père et les enfants, enfin la recherche de la reconnaissance du père. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'ai un peu l'impression de voir le mien quand même. Donc voilà, il y a quand même... on a beau être dans ce milieu auquel on n'aura jamais accès, on a affaire quand même à des relations parents-enfants, oedipiennes, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas des relations qui parlent à tout le monde quand même. Enfin, voilà, et moi, c'est aussi ce qui m'intéresse en dehors effectivement des chutes, grandeur et décadence d'un empire financier. C'est quand même c'est très ambivalent, quoi. La recherche de l'affection de ses enfants, hein. Quand je parle de Kendall, par exemple, il veut tuer le père à tous les sens du terme, quoi. C'est-à-dire, on est vraiment dans le Oedipe, quoi. Il veut tuer le père à tous les sens du terme. En même temps, il recherche sa reconnaissance, qu'il a ou pas. L'autre, il joue aussi là-dessus avec ses enfants. Successivement, il leur fait penser qu'ils sont le préféré. Enfin, voilà, moi, c'est ces relations-là, hein, qui sont et qui me paraissent être des relations auxquelles on a tous accès. Vraiment. Et c'est, à mon avis, c'est pour ça aussi que ça nous parle. Effectivement, on se demande toujours. Voilà. Alors après, Emmanuel en avait parlé une fois, juste pour finir. Le petit côté, moi j'adore, hein, vraiment, je suis fan, mais le petit côté répétitif, c'est toujours des réunions de famille. Voilà, c'est à chaque épisode, c'est une réunion de famille. Ils sont toujours, voilà. Voilà. Donc dans la construction, pas dans l'intrigue, mais dans la construction de la mise en scène, et puis voilà, ils sont toujours un peu. Il y a un côté un peu répétitif où, au bout du 8e épisode de la même saison, on peut un peu décrocher en regardant un peu d'un œil parce qu'on sait un peu comment ça va se dérouler. Donc voilà. Donc là, il y aurait peut-être un peu d'innovation à faire sur la mise en situation. Voilà. C'est toujours un peu la même situation. Mais voilà, les dialogues, hein, on finit avec un super dialogue. Logan qui dit attention aux oreilles sensibles. Hein, voilà, il dit on avait dit que l'affaire devait se conclure et que ça devait être super chorégraphié. Et là, j'ai l'impression que c'est chorégraphié comme un chien en train de se faire reculer sur des rollers. Voilà, donc c'était ça la réplique. C'est pas la plus subtile, mais voilà, il est violent. Lui, il s'empêche pas d'être violent. Hein. C'est le maître du monde, il fait ce qu'il veut et tout le monde est à ses pieds. Donc voilà, et ces relations de pouvoir qui sont intéressantes aussi. Mais j'adore. On commence, on peut pas lâcher. Vraiment, c'est excellent. Audrey Fournier, vous, de votre côté, est-ce que, comme Perrine, comme Gilles, comme moi-même, vous avez été happé par cette série, par cette 3e saison et par les 2 précédentes d'ailleurs? Et est-ce que vous avez aimé justement, hein, ce jeu de pouvoir avec cet humour parfois au vitriol?
Ouais, je vais vous décevoir, mais moi aussi j'adore. Hein, je crois qu'on est unanime sur Succession. Et c'est vrai que c'est étonnant, c'est un succès qui nous prend un peu par surprise, qu'il n'y a pas de grande star. Bon, à part Brian Cox, mais bon, c'est quand même une grande figure du théâtre anglais. Donc même si on l'a vu dans Sixième Sens, ça remonte à loin, en tout cas pour un public plus jeune. Donc moi, je n'avais pas vraiment souvenir de cet acteur-là. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres stars. Donc sur ce thème-là, c'est-à-dire une intrigue dans un milieu corporate, chez des puissants, qui se passe essentiellement, comme l'a dit Gilles, en intérieur. Il y a très très peu d'extérieur. On est quasiment dans du huis clos. On est toujours dans une voiture ou dans une salle de réunion ou dans un appartement, dans une chambre d'hôtel. C'est vrai que c'est pas du tout gagné, quoi. C'est un peu un succès surprise, et il y a un côté addictif qui pour moi vient de l'écriture. Qui est une façon d'écrire. Alors, on a beaucoup parlé des dialogues qui sont effectivement succulents. Il y a énormément de vulgarité. Et ça fait partie de la jouissance qu'on peut avoir à regarder cette série, c'est-à-dire voir des puissants, des très riches dans cet univers très ripolliné, très classe, et s'invectiver de cette façon-là, se parler comme des mômes de maternelle. Moi, je trouve ça très drôle. C'est-à-dire qu'ensemble, les 4 enfants, ça redevient des enfants. Et la dynamique, il y a quelque chose du jeu, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de se chambrer, ils sont toujours en train de se faire des mauvais coups, de se faire des blagues pas drôles, et parfois il y a des moments de complicité qui émergent et qui sont un peu les seules tendresses de la série. C'est quand tout à coup, ils se parlent d'enfant à enfant, de frères et sœurs à frères et sœurs. Moi, je trouve ça très, très intéressant. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans cette 3e saison, c'est que la série s'assume de plus en plus comme une comédie. C'est-à-dire que c'est un peu une comédie déguisée au début, c'est une comédie de bureau. Hein. Et là, dans cette 3e saison, on est vraiment de plus en plus vers la satire. Donc, avec des répliques bien senties, avec même parfois de la part de Logan Roy, qui est quand même pas le personnage, qui est quand même une espèce de vieux lion très, très dur, très cassant, à qui on ne la fait pas. Là, au début de la saison 3, il a parfois des étonnements, une façon de lever les yeux au ciel ou de lever les sourcils on est quasiment dans du burlesque, quoi. Là, je vais pas spoiler, mais il y a un moment dans la saison où il a un pépin de santé qui est, je crois que c'est l'épisode le plus hilarant de la saison jusqu'à présent. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que c'est une chronique du pouvoir, mais pour moi, elle s'en éloigne relativement vite. C'est-à-dire que tout ça, comme c'est une série qui finalement s'aventure assez peu sur le terrain du politique. Il est peu question parce qu'on a beaucoup parlé de la relation que Succession entretenait avec l'histoire des Murdoch, voilà, de l'Empire Murdoch. Effectivement, Jesse Armstrong s'est un petit peu inspiré de cette famille-là pour écrire Succession, mais je trouve que ça devient très vite accessoire. On parle finalement pas énormément quand même de la place des médias dans la politique américaine. On est vraiment plus centré sur cette histoire de famille. Et tout ce qu'il y a de shakespearien aussi dans les rapports entre le père et ses enfants n'est pas outré. Hein, là. On peut assez vite, comme le disait Gilles, se retrouver dans ces dynamiques familiales, dans ces relations de parents à enfants. Mais ce que j'aime aussi beaucoup là-dedans, c'est que souvent, Succession met en scène des personnages très puissants, mais qui sont complètement en situation d'échec. C'est-à-dire qu'ils veulent tous prendre la place du père, et finalement, il n'y en a aucun qui y parvient. Et ça, la tension s'accumule depuis 2 saisons, et là, dans la 3e, on voit qu'elle arrive à un moment où quelque part ça va craquer. On ne sait pas comment, mais ça va craquer. Et là, ce sera peut-être pas la dernière saison. À ma connaissance, cette saison 3 n'est pas conçue pour être la dernière. Mais en tout cas, je pense que la répétition que soulignait Gilles va arriver à un moment où ça va plus être possible de continuer tout à fait sur la même note. Voilà. Bon, en tout cas, c'est pour moi ce qu'il y a de plus brillant à l'heure actuelle. On a l'impression qu'il n'y a pas de contrôle sur l'écriture. On a l'impression d'être vraiment face au produit d'une salle d'écriture qui est en autonomie totale et en liberté totale. Et curieusement, ça parle d'un univers très rance, et en fait, c'est très frais. Le produit final est très, très frais. Juste pour poursuivre Audrey, oui, on ne s'inquiète pas, la série a été renouvelée pour une saison 4. Donc, très, très content de revoir les Roy encore et encore se dire des horreurs les uns aux autres. Et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord sur cette histoire d'enfants qui se parlent, et c'est ce qui est même particulièrement touchant. Ce qui fait qu'on arrive à être touché, en fait, en réalité, dans la série, parce que sinon, rien n'est fait pour nous toucher. Du tout, que ce soit le milieu, les décors, rien n'est fait pour nous toucher, mais c'est vraiment ce rapport d'un seul coup, ça reste eux-mêmes des humains
des petites choses comme des petits Polly Pocket dans un monde de Barbie, quoi. Il y a un truc où ils sont dépassés presque parce qu'ils ont mis en place et parce qu'ils les entourent. Et c'est vrai que le rapport de pouvoir n'est pas le rapport du pouvoir politique, mais du pouvoir familial et en fait, finalement, ce pouvoir familial, c'est aussi le pouvoir politique. En réalité, c'est la façon dont on est déférent ou pas à celui à notre père, à celui qui est au-dessus de nous, à la façon dont on se comporte les uns avec les autres, qu'on crée des alliances, qu'on défait ces alliances. Ça dit quelque chose plus globalement, sans prendre de parti, gauche, droite ou autre. Ça dit quelque chose du fonctionnement politique, mais qui part d'un fonctionnement familial, si tant est qu'on pouvait dire que tout le monde était frères et sœurs et que tout ça, ce serait toute la politique serait qu'une grande histoire familiale. Donc là, je trouve que c'est toujours assez, ça reste une série. On l'a dit, je le répète, absolument fascinante, brillamment écrite et très très drôle. C'est vrai qu'il faut le noter. C'était donc Succession, la 3e série du jour de cette intersaison numéro 5 que l'on retrouve sur la plateforme OCS. On se retrouve dans la 2e partie de cette intersaison numéro 5 pour une rubrique qui a pour but d'aller rechercher dans nos greniers virtuels en tout cas, notre mémoire des séries anciennes et à la fois de se les remémorer et puis pourquoi pas l'idée d'aller écouter ce qui se passe à côté. Voilà. Donc, l'intérêt de cette rubrique, c'est de se replonger dans les souvenirs. Alors, vos souvenirs, vous, Emmanuel Taïeb, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle série vous allez nous présenter? Alors, pour le coup, Nicolas, je me suis fabriqué des souvenirs sur les conseils de Gilles. Je suis allé au grenier, pas trop loin. Je suis allé voir une série qui s'appelle Broadchurch, qui est une série britannique créée par Chris Chibnall en 2013. Il y a 3 saisons de 8 épisodes. Les 2 premières saisons sont disponibles gratuitement sur MyCanal. On peut acheter la 3e ou la louer. Moi, j'ai vu les 2 premières seulement. C'est une série policière qui se déroule dans une petite ville côtière, évidemment, petite ville où tout le monde se connaît, où un crime est commis contre un enfant. Et l'enquête va être menée par un binôme de policiers, évidemment désassortis, mais qui fonctionne très, très bien. Alec Hardy, qui est joué par David Tennant, le 10e Doctor Who, et Ellie Miller, qui est interprétée par Your Majesty Olivia Colman, dont la filmographie ou la sérigraphie est trop longue là pour être rappelée ici, mais enfin qui est bien connue de nos services. Et puis, on croise aussi Jodie Whittaker, qui sera plus tard la 13e Doctor Who, avec le même Chibnall à la production. Ce sera à partir de 2017. Et puis, on croise aussi Phoebe Waller-Bridge, alias Fleabag, qui a un petit rôle qui a un rôle d'ailleurs dans la 2e saison. Voilà, alors Broadchurch, c'est une série assez minimaliste, toujours très tendue, qui, à partir des enquêtes, parce qu'il y a 2 enquêtes dans les 2 saisons, va explorer en réalité les petits secrets, les petites déviances d'une communauté villageoise, mais aussi, et ça c'est intéressant, les émotions complètement débordantes de tous les protagonistes et des émotions assez violentes qui les traversent. C'est des personnages qui se cherchent aussi beaucoup eux-mêmes. Ce sera repris, cette thématique-là, je trouve, avec davantage de pathos dans Mare of Easttown, dont on avait parlé. Et en tout cas, dans les 2 séries, la violence faite aux enfants et le portrait d'adultes immatures et dangereux est vraiment au cœur du propos. Un élément très intéressant de mon point de vue dans cette série, c'est la façon dont la 2e saison, qui est celle donc du procès du meurtrier qui a arrêté dans la première saison, la façon dont cette 2e saison va détricoter tout ce qu'on a vu sans se poser de questions au moment de l'enquête. Et je trouve très intéressant que les séries reviennent sur leurs propres pas pour examiner tout ce qui ne collait pas dans un premier scénario et pour le faire voler en éclats. Et finalement, je trouve que c'est une idée forte, la série va absenter d'une certaine manière en se détricotant la question de la police et de la justice pour proposer une résolution non violente de cette affaire-là, en tout cas de la première affaire, une résolution non violente qui est prise en charge par la communauté, de manière à ce que la communauté, celle-là même qui avait été bouleversée, puisse à nouveau se retrouver et retrouver une forme d'apaisement provisoire. Donc voilà, au grenier, la série Broadchurch. Merci beaucoup Emmanuel pour cette série disponible donc sur MyCanal. Gilles Verviche, vous, on va peut-être dans une autre ambiance avec Seinfeld? Peut-être, il n'y a pas de meurtre. Seinfeld, alors, aujourd'hui on dit toujours que les séries sont cultes, mais je crois que c'est
l'est un petit peu plus que d'autres. Alors Seinfeld, moi j'ai été biberonné. Je vous avais parlé une fois d'une autre série de grenier qui s'appelait Dream On, hein, il se trouve que moi je faisais, quand j'étais adolescent, mes soirées sur Canal Jimmy, j'enchaînais Seinfeld et Dream On, ce qui faisait des soirées magnifiques. Donc Seinfeld, qu'est-ce que c'est? C'est une série donc qui était diffusée dans les années 90. Hein. J'ai appris que le dernier avait été diffusé en 98 et apparemment Frank Sinatra serait mort devant Seinfeld pendant la pub. Voilà. Donc, voilà. Alors c'est bon, Jerry Seinfeld, vous connaissez peut-être, je ne sais pas, voilà, qui est un showman, one man, je ne sais pas comment dire, un humoriste américain, hein, stand-upper, voilà. Et donc la série se passe à New York, aux États-Unis, hein, comme la série de Julie Delpy, sauf que là c'est à New York. Et il est entouré de 3 personnages, ils sont 4 à peu près. Donc il y a Hélène, je crois, une fille. Il y a surtout Cosmo Kramer, un grand dadais qui fait rien, qui débarque toujours en plein milieu dans sa pièce. Et puis George Costanza, qui est aussi un peu loser, qui rame avec les filles, etc. Comment pitcher Seinfeld? On ne peut pas, en fait, si vous voulez. C'est une sorte de, pas de one-man show, mais de fort person show. Ils sont 4. Ça se passe à New York. Ça se passe chez le boulanger. Il y a une fois, ils veulent acheter des muffins. Et puis, ils se retrouvent face à un boulanger qui est insupportable. Mais comme il fait les meilleurs de la ville, ils sont obligés de faire la queue quand même. Il y a un des épisodes, en fait, je ne sais plus lequel, qui était une mise en abîme, où Georges propose d'écrire une série. Et il dit, c'est quoi comme série? Il dit, it's a série about nothing. C'est une série sur rien. Et Seinfeld, c'est une série sur rien. Voilà, c'est-à-dire ça se pitche pas. Donc, c'est 4 personnages qui vivent à New York, ça dure 30 minutes et c'est hilarant. C'est un sketch de 30 minutes. On ne peut pas le raconter. Enfin, oui, on ne peut pas le raconter, on ne peut que le regarder. Si je vous racontais, hein, imaginez que je vous raconte le spectacle de Louis C.K. ou de Ricky Gervais que j'ai vu hier, je ne peux pas vous le résumer, quoi. Donc, Seinfeld, c'est ça. Alors, on a pu parler tout à l'heure de Julie Delpy. Voilà, enfin, moi, quand j'ai Seinfeld dans la tête, je trouve que là. Alors, c'est une série sur rien et qui me parle, en fait. Hein. Voilà, donc c'est assez étrange. Alors, c'est vraiment très drôle, c'est vraiment très drôle. Et il se trouve que cette série du grenier, donc, dont le dernier épisode a été diffusé il y a 25 ans, est remise en ligne sur Netflix, hein, je crois. Donc, si vous l'avez, Netflix, précipitez-vous. Donc, il n'y a pas de mort là-dedans. Hein. Il n'y a pas de mort, il n'y a que. On peut mourir de rire, mais c'est tout. Et c'est délicieux. Voilà, on ne décroche pas. Tout est drôle. Les personnages sont magnifiques. Et donc, c'est une série sur rien du tout. Voilà. Et donc, je vous encourage à la regarder. Vous verrez qu'on peut faire beaucoup de bruit pour rien. Tiens. Merci Gilles pour la présentation de Seinfeld, série qui était effectivement disponible à la fin des années 90 et qui semble rediffusée sur Netflix. Quant à vous Audrey, vous nous emmenez où dans votre grenier ? Moi, je vous emmène vraiment au fond du grenier, hein, pour une série qui a été diffusée il y a une quarantaine d'années. C'est Cagney et Lacey, qui était à l'époque diffusée sur M6. Alors d'abord, je vais rendre à César ce qui est à César, puisque c'est notre confrère Benoît Lagan de France Inter qui a rappelé lors d'une chronique l'existence de cette série qui fête cette année ses 40 ans. Et du coup, ça m'a donné envie de vous expliquer pourquoi moi aussi je l'aime. Alors Cagney et Lacey, c'est une série qui vient confirmer ce que tout le monde claironne depuis MeToo, ou en tout cas depuis quelques années, c'est qu'il n'y a qu'en mettant des femmes dans les salles d'écriture que les choses vont changer dans les séries et dans les récits en général. Cette série, elle a été créée au tout début des années 80 par 2 femmes, 2 Barbara Corday et Barbara Avdon. Et c'est un pur exemple d'une série par des femmes et pour les femmes. Ce qu'elles vont faire, ces 2 Barbara, c'est tout simplement convertir le duo de flics masculin au féminin. Elles vont en faire 2 personnages complémentaires et donc 2 personnages qui se soutiennent. Donc il y a d'un côté la brune, Mary-Beth Lacey, qui est jouée par une actrice qui s'appelle Tiny Daly. Elle est mariée et mère de famille. La blonde, Christine Cagney, donc qui est jouée par Sharon Glass, est célibataire sans enfant. Alors, il faut juste noter que la première saison, diffusée en 81, ce n'était pas Sharon Glass qui jouait le rôle de Cagney, c'était une autre actrice qui a été remplacée entre-temps. Et c'est à partir du moment où Sharon Glass est arrivée dans la série que vraiment les audiences ont décollé, donc plutôt à partir de la saison 2. Alors, Cagney et Lacey ont
on reste quand même sur des personnages catégorisés de façon très classique, c'est-à-dire que la maman est un tout petit peu plus douce, un peu plus ronde, un peu plus empathique que la célibataire, qui est un peu plus spontanée, plus brusque. C'est elle qui va râler sur les serveurs, qui va klaxonner dans les embouteillages ou qui va avoir la gâchette un tout petit peu plus facile. Mais bon, il n'empêche que quand même, ces deux nanas, à chaque épisode, elles sillonnent les rues de New York avec un flingue dans leur poche. Et ça, c'est assez révolutionnaire à l'époque. Tout comme l'est le fait de mettre en avant une amitié féminine dont la base est avant tout professionnelle. Elle n'est pas que ça, mais elle est quand même professionnelle. Alors, ce que j'aime aussi dans cette série, c'est que les personnages masculins n'ont pas vraiment le bon rôle. Je les trouve un peu plus caricaturaux qu'elles, assez prévisibles, pas toujours sympathiques. Avec une exception assez notable, c'est le mari de Lacey, qui est un personnage assez bien écrit pour l'époque. C'est-à-dire que dans leurs interactions au foyer, il a tendance vraiment à parler à Lacey comme son égale, mais en même temps, il ne la ménage pas. C'est-à-dire qu'il est capable de la bousculer un peu, de lui dire quand elle exagère, etc. Mais c'est une vision du couple qui, au tout début des années 80, c'est quand même déjà assez moderne. Alors, les personnages féminins ont la particularité d'être assez peu sexualisés, c'est-à-dire que leur beauté n'est pas tout à fait classique. Alors, elles sont quand même maquillées comme des actrices du début des années 80, mais c'est une beauté qui n'est pas peinturlurée non plus. Il faut quand même se rappeler qu'à la même époque, on a Dallas, Dynasty, on a des versions de la femme un peu plus stéréotypées. Là, on a quand même l'impression d'avoir en face de nous des femmes très normales, ou en tout cas très accessibles. C'est ce qui va faire le succès de la série, puisqu'elle va obtenir de très bonnes audiences et puis une bonne collection d'Emmy Awards. Elle va durer 7 saisons. Mais paradoxalement, c'est aussi quelque chose qui va entraîner sa fin. C'est-à-dire qu'une série qui est volontairement pas sexy ne peut, à l'époque, tout simplement pas durer. Elle n'a pas de moteur. Alors, on ne peut pas la voir à l'heure actuelle, puisqu'elle est diffusée, à ma connaissance, sur aucune plateforme et elle n'est pas diffusée sur la TNT. Mais je vous glisse en secret, il y a quand même quelques épisodes qui sont disponibles sur YouTube, donc qui sont visibles. Bon, alors, c'est quand même une série très vintage, hein, il y a beaucoup de choses qui ont vieilli, notamment les scènes d'action. Bon, elles sont très rigides, très mécaniques. Ce n'est pas du tout un show qui est virtuose là-dessus. Mais c'est un show qui existe vraiment par le tempérament de ces actrices. Moi, j'encourage à voir Cagney et Lacey vraiment pour comprendre d'où on vient en termes d'écriture de personnages féminins, notamment dans des séries policières. Merci beaucoup Audrey pour cette présentation de cette série des débuts des années 80. Alors vous nous avez plongé très loin dans le grenier, vous venez de le dire. Quant à vous Perrine, vous allez pas très loin, juste à la porte d'entrée du grenier pour nous présenter une série qui est passée récemment sur Arte. C'est la série Mum. La série du grenier, pour moi, ce sera Mum, une série britannique de Stéphane Golazowski, qui a débuté en 2016, donc c'est pas une vieille série au fin fond du grenier, c'est une série plutôt récente. Et alors, pour faire court, le résumé, c'est que c'est autour de Cathy, qui est jouée par Leslie Manville, une femme qui aborde la soixantaine et qui est très récemment veuve, et on va la suivre dans un quotidien. Donc il y a 3 saisons, 6 épisodes par saison. On va la suivre d'un mois à l'autre dans des scènes de vie du quotidien avec souvent son fils, sa future belle-fille qui est un petit peu sotte, voilà, son fils qui est un petit peu égocentrique, son frère qui est un boulet, sa belle-sœur qui n'est pas très sympathique. C'est ses beaux-parents, ses ex-beaux-parents qui sont vieux et grincheux, et aussi surtout son Michael, son grand ami, enfin l'ami de son mari, l'ami depuis toujours, qui cache un secret, qui en fait il a toujours aimé Cathy. Donc voilà, il y a rien de plus que ça en fait dans cette série, ça ne débordera jamais plus que ça. Mais c'est ça en fait toute la magie de Mum, c'est que Mum, ça regarde, la caméra se pose là où on ne regarde jamais, là où on va laisser le temps au silence, aux petits gestes, aux petits mots, aux petits clins d'œil un peu gauche. C'est-à-dire vraiment, on laisse le temps aux choses. Chaque geste, chaque tentative de parler, d'exprimer quelque chose de l'ordre de ses sentiments devient quelque chose d'assez épique en fait, devient quelque chose de même quasiment chevaleresque, c'est bouleversant. En fait, c'est une série qui raconte avec beaucoup de malice le quotidien, ses petites victoires, mais aussi ses meurtrissures permanentes, tout en nous disant à quel point il est nécessaire d'être tendre vis-à-vis du monde, parce que chacun a a une peine que les autres n'identifient pas. Et enfin voilà, c'est une série qui moi me touche vraiment beaucoup, qui a une vraie réflexion sur ce que l'on est réellement,
et sur ce que l'on pense devoir paraître pour les autres. Et en ça, elle est très douce comme une petite musique, très, très bienveillante, très très drôle surtout. Mais l'air de rien, vous allez rire 400 fois par épisode et pleurer à peu près tout autant. Donc non, c'est une pure merveille que Mum. Merci beaucoup Perrine et merci beaucoup à tous les quatre pour ces séries du grenier. J'aimerais peut-être pour conclure cette émission, vous le savez, on vous l'a dit, hein, Intersaison, c'est le podcast de la revue Saison. Alors justement, le nouveau numéro est en ligne, est sorti en tout cas. Donc peut-être vous, Emmanuel Taïeb, qui êtes le rédacteur en chef, est-ce que vous pourriez nous en parler, en tout cas nous dire qu'est-ce qu'on retrouve au sommaire et peut-être où aller chercher cette excellente revue. Merci Nicolas. Alors le numéro est en librairie le 10 novembre et il est en parallèle en ligne. Oui, il est en ligne aussi sur le site de la maison d'édition Classique Garnier. Donc on peut soit acheter au numéro, soit l'acheter en ligne ou acheter les articles à l'unité. C'est donc le numéro 2 de la revue papier Saison qui est consacré à la fin des séries. Alors non pas est-ce que les séries vont disparaître comme support, mais comment achever une série, comment écrire un dernier épisode, comment se séparer des personnages, comment faire son deuil d'une série, le fait-on jamais? Et en réalité, les séries meurent-elles ou est-ce qu'elles passent leur temps à renaître de leurs cendres? Donc, on a un numéro avec un dossier. On fait un numéro sur 2 est un numéro avec dossier. Donc là, c'est ce numéro-là qui va porter sur l'achèvement et l'épilogue des séries avec plusieurs articles, on va dire, transversaux qui s'interrogent sur plusieurs séries et sur la manière dont les showrunners ont géré le dernier épisode et la disparition d'une série. Donc, on a un article d'Emma Scali là-dessus, un article de Claire Cornillon sur Claire de Lune, Urgence et Ali McBeal, un article sur vraiment les éléments de structure autour de ça, la manière dont une série se reformule ou se déformule. On a un article de Vladimir Lifshutz sur cette question-là. Autour des réalisateurs, et à partir d'entretiens qu'il a réalisés, Pierre Langlais évoque la manière dont c'est difficile aussi pour les showrunners de mettre le dernier point, le point final à l'écriture d'une série, et puis les effets vraiment émotionnels très puissants que ça produit. On a un article de Solène Poiraz sur Ethos, qui est une série turque dont le dernier épisode a fait couler beaucoup d'encre. Et la manière dont on peut prolonger une série avec le spin-off. Et ça, c'est Gilles Verviche, ici présent, qui s'y colle, le spin-off ou les limbes des séries, avec l'idée que ça va être le bourgeon de l'arbre narratif qui n'en finit jamais. Moi, je consacre un article au dernier épisode d'une série que j'aime beaucoup, qui s'appelle Rectify, et qui est l'une des séries les plus prenantes émotionnellement de ces dernières années, de Ray McKinnon, qu'on retrouve sur MyCanal. On a un entretien avec Paco Mtielman, réalisé par Charlotte Bloom, sur la manière dont Damon Lindelof, le créateur notamment de Lost, gère maintenant les derniers épisodes. Donc, c'est un grand traumatisé, Lindelof, avec la fin de Lost. Donc là, il a fait un peu différemment pour Watchmen et pour The Leftovers, donc on revient là-dessus. Et puis vous-même, Nicolas Charles, vous avez fait un entretien avec Hélène Machinal autour des détectives du futur. Et puis on a donc sur des séries dystopiques, et on a toujours notre rubrique série thérapie. Aujourd'hui, autour des control freaks, ceux qui veulent absolument, les personnages qui veulent absolument tout maîtriser. Donc, on va passer sur le divan et à la psychanalyse, ces personnages qui veulent absolument tout contrôler. Et ça, c'est fait sous la houlette de Emmanuel G et Emma Scali. Voilà, en quelques mots, le sommaire du numéro 2 de la revue Saison. Elle est évidemment commandable dans toutes les librairies. On la trouve dans certaines librairies, mais vous pouvez la commander auprès de n'importe quel libraire. Donc, bonne lecture. Merci beaucoup Emmanuel. L'intersaison numéro 5, c'est terminé. Aujourd'hui, on a évoqué la série Squid Game, on a évoqué On the Verge et on a évoqué Succession. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles séries à chroniquer avec les saisonniers. Merci à tous les quatre et à bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.